Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être déplacés nombreux ce soir au Havre pour cette conférence qui, effectivement, va essayer de montrer à quel point la question du changement climatique ne peut plus, ne doit plus être considérée seulement comme une question d'environnement. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est à quel point toutes les grandes questions politiques qui vont traverser le XXIe siècle vont être profondément modifiées, transfigurées, dirais-je même, par l'enjeu du climat. Que l'on discute de justice sociale, que l'on discute d'inégalité, que l'on discute de migration, de développement, d'agriculture, de paix, de sécurité, d'agriculture, tous ces enjeux essentiels qui sont aujourd'hui au cœur du débat politique vont être profondément transformés par la question du climat, et je vais essayer de vous montrer comment au cours de cette conférence. L'exposé va, je dirais, s'organiser en 3 temps. Tout d'abord, je vais commencer par un état des lieux. Où en est-on aujourd'hui? Pourquoi le changement climatique que nous avons engagé est-il irréversible? Et quels sont quelques éléments saillants du dernier rapport du GIEC qui a été publié cette année. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous montrerai quels sont certains des grands impacts du changement climatique sur nos sociétés humaines. Et j'essaierai de vous montrer dans cette partie à quel point toute une série des grands concepts qui fondent nos démocraties et qui fondent l'ordre international aujourd'hui, qu'il s'agisse de concepts comme celui de croissance, de puissance, de souveraineté ou de territoire, à quel point tous ces concepts sur lesquels se sont bâties nos sociétés et nos démocraties sont aujourd'hui profondément questionnés, remis en cause par le changement climatique. Et puis enfin, dans un troisième et dernier temps, j'essaierai d'identifier avec vous quels sont les grands blocages aujourd'hui qui nous empêchent d'agir, quels sont les leviers à actionner, quels sont les obstacles à franchir et comment il est encore possible d'agir ensemble pour essayer de respecter les objectifs de l'accord de Paris. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous regardiez cette publicité parue dans le grand magazine américain Life en 1962. C'est une publicité, comme vous le voyez, pour une compagnie pétrolière qui porte assez mal son nom. Je vais vous la traduire pour ceux dont les cours d'anglais sont un peu loin. Chaque jour, Humble fournit suffisamment d'énergie que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. Une des très rares publicités non mensongères de l'histoire de la publicité. Ça laisse songeur, hein? Et aujourd'hui, la publicité nous fait rire jaune parce que nous savons évidemment que c'est ce qui est arrivé. Et nous savons même, et plusieurs travaux historiques le montrent, que dès les années 60, plusieurs compagnies pétrolières étaient au courant des dommages que provoquait leur activité, et non seulement elles ont eu cette information, mais certaines d'entre elles se sont même lancées activement dans des stratégies de désinformation pour semer le doute auprès du public et financer des voix climato-sceptiques. Nous sommes aujourd'hui, 60 ans plus tard, et depuis quelques années, nous connaissons, en Europe aussi, les premiers impacts du changement climatique. L'année 2014 a ainsi été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Ce record de 2014 a été battu en 2015, record qui lui-même a été battu en 2016. 2017 a fait presque aussi bien. 2018, l'année la plus chaude en France. 2019 sur la deuxième marche du podium. Et 2020 à égalité avec 2016. Nous n'avons pas encore, évidemment,
les relevés pour 2022, mais il est probable, vu les températures très hautes et les vagues de chaleur qu'ont connues plusieurs régions du monde, que 2022 se classe à nouveau dans le top 3 des années les plus chaudes. Et pourtant, quand on regarde quelques-uns des titres dans les médias au sujet de l'été que nous avons connu cette année, au sujet des vagues de chaleur, on lit encore des choses du type « vague de chaleur exceptionnelle »,« l'été de tous les records », c'est-à-dire des éléments de langage qui nous donnent à penser que nous avons vécu une année exceptionnelle. Nous ne nous rendons pas suffisamment compte à quel point ce que nous vivons désormais, ce ne sont plus des phénomènes exceptionnels, mais c'est la nouvelle norme dans laquelle nous sommes engagés. Très vraisemblablement, à l'été 2032, on se souviendra avec émotion de l'été 2022 qui avait été si frais, puisque les températures n'y avaient atteint 40 degrés que quelques jours sur l'année. Nous sommes véritablement entrés dans une transformation structurelle. On le voit très bien sur le graphique que vous voyez à l'écran. Les bandes horizontales représentent chacune une latitude différente, du nord au sud de la planète, de Moscou en haut à Alice Springs en Australie en bas. Les bandes verticales, quant à elles, représentent chacune une année donnée, de la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXIe. Et les bandes sont coloriées en bleu ou en rouge, selon que la température y ait été inférieure ou supérieure à la moyenne. Et la plupart des années sont évidemment bleues ou rouges, puisqu'il est rare qu'une année tombe pile sur la moyenne. Et vous voyez très bien que jusqu'au début des années 2000, les années alternent entre le rouge et le bleu. Et puis très clairement, vers la fin des années 90, début des années 2000, toutes les années deviennent rouges. Ça veut dire qu'à toutes les latitudes du globe, il fait de plus en plus chaud. Et c'est une tendance qui va continuer pendant au moins toute la durée du siècle. Ça veut dire, et c'est le point le plus difficile à encaisser, c'est pour ça que je commence par celui-là, ça veut dire que de notre vivant, nous ne verrons pas les températures baisser. Nous sommes en quelque sorte condamnés, jusqu'à notre mort, à voir les températures augmenter continuellement. Même si l'on arrêtait demain toutes nos émissions de gaz à effet de serre, nous ne reviendrons pas dans le passé, nous ne reviendrons pas en arrière, nous ne connaîtrons plus jamais, en tout cas de notre vivant, le climat que nous avons connu au XXe siècle. Ce n'est pas évident à accepter parce que ça veut dire que le changement climatique que nous avons engagé, c'est un voyage sans retour. Et ça veut dire aussi que je pense que nous avons tort de parler de crise climatique. Quand nous parlons de crise, nous parlons d'un laps de temps relativement éphémère qui nous demande des efforts dans l'espoir de retrouver un retour à la normale. Nous parlons d'une crise sanitaire et nous acceptons le confinement ou le port du masque et l'arrêt de l'économie parce que nous espérons le plus vite possible pouvoir revenir à la normale. Avec le changement climatique, il n'y aura pas de retour à la normale, tout simplement parce que la normale, elle est devant nous. Une fois qu'on a accepté qu'il fallait abandonner l'espoir d'un retour en arrière, il faut par contre bien réaliser que nos actions
vont par contre déterminer quel sera le niveau de hausse de la température. Et c'est là que tout va se jouer. C'est les actions que nous allons poser aujourd'hui qui vont déterminer quelle sera la trajectoire des températures pour la suite du XXIe siècle. En d'autres termes, est-ce que les futures bandes verticales que nous allons ajouter, est-ce qu'elles seront rose pâle, rouge vif, grenat, vermillon, cramoisi, bordeaux ou alors carrément violet? C'est là que tout va se jouer parce que, comme on va le voir, les impacts du changement climatique à plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés sont évidemment radicalement différents les uns des autres. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui de la lutte contre le changement climatique, ça va être de limiter la hausse des températures. Et pourquoi est-ce que les températures ne vont pas baisser? Parce que ces températures sont déterminées par le niveau de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ces gaz à effet de serre, ils ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone, qui est le principal gaz à effet de serre d'origine anthropique, a une durée de vie d'au moins 100 ans dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'avec le changement climatique, nous sommes confrontés à un problème de stock, d'accumulation, et pas à un problème de flux. C'est pour ça que l'année 2020, où nous avons effectivement baissé les émissions mondiales d'environ 7% à cause de la crise du Covid, ne va pas changer grand-chose à la concentration des émissions de gaz dans l'atmosphère. Certes, nous avons baissé nos émissions de 7%, mais ça veut dire que les 93 autres pourcents ont quand même été envoyés dans l'atmosphère et se sont accumulés avec les autres gaz à effet de serre. On voit très bien ici comment nous sommes passés d'un état de concentration relativement stable, autour de 280 parties par million ppm au XVIIIe et XIXe siècle, pour aller, à partir du début du XXe, vers une hausse continue et même exponentielle de ces niveaux de concentration. Quand je suis né en 1980, nous étions à 337 parties par million. Nous sommes aujourd'hui, en 2022, à 418 parties par million. Et la limite qui correspond à une augmentation de température de 2 degrés d'ici 2100, c'est-à-dire l'objectif principal de l'accord de Paris, cette limite, elle est à 450 parties par million. Et chaque année, le niveau de concentration augmente d'environ 2,5 parties par million. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, les émissions mondiales de gaz à effet de serre n'ont toujours pas atteint leur pic et que chaque année, ces émissions augmentent d'un peu plus d'1%. Et donc, logiquement, le niveau de concentration des gaz à effet de serre augmente chaque année d'environ 2,5 ppm. Nous sommes à 418, la limite est à 450, chaque année nous augmentons de 2,5. Vous n'aurez pas besoin d'un doctorat en maths pour réaliser qu'on y arrive très très rapidement. Et c'est cela qui crée l'urgence climatique. C'est le fait qu'aujourd'hui, nous ne parvenons pas vraiment à ramener cette courbe qui devient de plus en plus verticale, à la ramener vers l'horizontale, à la stabiliser. Et pour ça, il faut non seulement que les émissions mondiales atteignent leur pic, mais aussi qu'elles commencent à décroître le plus vite possible. Si l'on regarde
ce même graphe, sur une échelle de temps beaucoup plus longue, une échelle de temps géologique, on voit bien à quel point il y a une cassure à l'époque contemporaine. Pendant les 10 000 et même les 12 000 ans qui nous ont précédés, ce niveau de concentration des gaz à effet de serre est resté remarquablement stable, autour de 270 parties par million. C'est cette stabilité des concentrations de gaz à effet de serre qui a permis d'avoir un climat stable au cours des 12 000 dernières années, et c'est ce climat stable qui a permis le développement de l'agriculture et par là l'expansion des sociétés humaines. Et on voit très bien ici qu'il y a à l'évidence une cassure, qu'il y a une rupture dans les grands équilibres fondamentaux du système climatique, que cette courbe qui était jusque-là quasiment horizontale devient subitement quasiment verticale. Tout l'enjeu, c'est de ramener cette courbe à l'horizontale avant qu'elle n'atteigne 450 parties par million. Et cette cassure est tellement brutale, tellement violente, que les géologues estiment qu'elle marque une rupture de période géologique et que c'est cette rupture qui nous fait sortir de l'Holocène, la période géologique dans laquelle nous étions pendant les 12 000 dernières années, pour nous faire rentrer dans l'Anthropocène, littéralement l'âge des humains. Les géologues estiment que nous avons tellement déréglé les grands équilibres du système planétaire que nous sommes sortis de l'Holocène pour entrer dans l'Anthropocène. Et il faut prendre la mesure de ce que ce changement de période géologique représente à l'échelle de l'histoire de la Terre qui fait 4,5 milliards d'années. On connaît généralement assez mal les périodes géologiques. On connaît certaines de celles qui sont représentées en haut, marquées par la présence des dinosaures, le Jurassique, le Crétacé. Et puis, nous sommes pour le moment dans cette toute petite bande orange que vous voyez en haut à droite de l'écran, le Quaternaire, qui est marqué par la présence de l'homme sur Terre. Et ce Quaternaire, vous voyez que cette fine bande orange, vous voyez ce qu'elle représente par rapport à la durée qu'ont passé les dinosaures sur Terre. Cette fine bande orange, elle se décompose en 3 périodes. Le Pléistocène, qui était un âge où une bonne partie de l'hémisphère nord était recouvert par des glaciers. Ensuite, l'Holocène, qui était marqué, comme je le disais, par une grande stabilité du climat. Les glaciers ont reculé et l'agriculture a pu se développer. Et nous sommes donc maintenant entrés dans l'Anthropocène. Véritablement, pour prendre conscience de l'ampleur de notre empreinte sur Terre, il faut réaliser ce que nous représentons à l'échelle de l'histoire de la Terre. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de ces échelles de temps. Voilà quelques messages échangés sur les réseaux sociaux à la veille du Nouvel An 2021. Le dernier est particulièrement savoureux. Nous nous trouvons donc dans une nouvelle époque, dans une nouvelle période, l'Anthropocène, qu'il va nous falloir apprendre à gouverner. Cette nouvelle époque, elle va forcément être caractérisée par un climat plus instable, par des cartes de géographie qui vont se trouver profondément modifiées. Et donc la question, c'est comment gouverner cette nouvelle époque. Et je voudrais retenir 3 éléments qui me paraissent importants dans le nouveau rapport du GIEC et qui peuvent précisément nous aider à gouverner cette époque. Le premier d'entre eux, c'est l'impératif de l'adaptation. Pendant très longtemps,
nous avons mis une très grande distance psychologique entre les impacts du changement climatique et nous-mêmes. Comme si les impacts du changement climatique, c'était pour les autres. Comme si c'était pour les pays du Sud ou pour les générations futures, comme si, en quelque sorte, nous n'avions pas trop à nous tracasser des impacts du changement climatique. Comme si notre seule tâche dans la lutte contre le changement climatique, c'était de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à d'autres de gérer les impacts. Et puis, nous réalisons, à la faveur des événements qui se sont produits ces dernières années, qu'il s'agisse du dôme de chaleur au Canada, des inondations catastrophiques en Belgique et en Allemagne l'été dernier, de la sécheresse et de vagues de chaleur en France cet été, ou des inondations catastrophiques, notamment au Pakistan ou dans d'autres régions encore, nous réalisons que nous sommes, nous aussi, touchés par les impacts du changement climatique. Nous réalisons notre propre vulnérabilité. Nous réalisons que nous ne sommes pas du tout immunisés face à ces impacts, mais qu'au contraire, nous allons devoir nous adapter. Et que nous allons donc devoir combiner deux manières de lutter contre le changement climatique, à la fois en réduisant nos émissions, mais aussi en nous adaptant aux impacts. Il va donc falloir éviter l'ingérable en réduisant nos émissions, mais aussi gérer l'inévitable en nous adaptant aux impacts. Nous n'avons plus le loisir aujourd'hui de faire l'un ou l'autre. Nous allons devoir faire les deux. Éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. Et sur ce deuxième volet, nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes très en retard par rapport aux pays du Sud, notamment, qui ont souvent pris conscience beaucoup plus tôt que nous de leur propre vulnérabilité et qui, de ce fait, ont déployé beaucoup plus tôt que nous des stratégies d'adaptation pour faire face aux impacts. C'est un premier message qui me paraît très important, le fait que nous devons désormais nous adapter. Le deuxième est peut-être plus important encore. C'est la nécessité de sortir d'une logique binaire quand on parle du changement climatique. Or, aujourd'hui, énormément de messages, énormément d'injonctions qui nous sont adressées nous donnent à penser que nous sommes face à un problème binaire, que le changement climatique que le climat va être sauvé ou perdu, que nous allons gagner ou perdre la bataille contre le changement climatique, que la pièce va tomber du côté pile ou du côté face. Et c'est ainsi qu'on a toute une série de messages dans les médias du type « La COP27 peut-elle encore sauver le climat ? Est-il déjà trop tard ? La COP de la dernière chance ? 3 ans pour agir, 5 ans pour agir, 10 ans pour agir ?» Tous ces messages nous donnent l'impression qu'on est face à une bataille qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre. Et le problème en voyant les choses de manière binaire, c'est que tout peut nous démotiver. C'est qu'autour de nous, chaque élément de l'actualité ou quasi peut nous donner l'impression que nous n'allons jamais parvenir à remporter cette bataille et que nos actions sont inutiles ou insignifiantes face aux forces contraires qui rament dans l'autre sens. À quoi sert-il que la France agisse si la Chine ouvre 2000 centrales à charbon par seconde? Ce n'est pas vrai, heureusement. À quoi sert-il que mon entreprise agisse si le PSG fait Paris-Nantes en jet privé? À quoi sert-il que moi j'agisse si mon voisin vient de s'acheter un SUV et mange des côtes de bœuf au barbecue tous les midis?
nous allons trouver autour de nous 1001 raisons de nous décourager et de penser que nos actions ne servent à rien et n'ont aucun impact. Mais ce n'est pas du tout comme ça que nous devons voir le changement climatique. La bataille contre le changement climatique, ce n'est pas une bataille que nous allons gagner ou perdre. Ou plutôt, d'une certaine manière, la bonne nouvelle, c'est que cette bataille, nous l'avons déjà perdue. Nous l'avons perdue, notamment dans les années 50, au moment où les émissions ont cru exponentiellement. Et désormais, le changement climatique est avec nous. Nous n'allons pas le faire disparaître. Nous allons passer tout le siècle, au moins, avec le changement climatique. Et donc, nous devons considérer le changement climatique, non pas comme un problème binaire, mais comme un problème graduel. Et ça veut dire qu'aucune action contre le changement climatique n'est inutile. Absolument tout ce que nous allons faire pour lutter contre le changement climatique va faire une énorme différence. Et c'est pour ça qu'il faut jeter maintenant toutes nos forces dans la bataille, parce que tout ce que nous allons entreprendre va faire une énorme différence. Chaque incrément de température supplémentaire va provoquer d'énormes dégâts et d'énormes souffrances chez des millions de personnes. Ça veut dire que chaque tonne de CO2 qui n'est pas envoyée dans l'atmosphère va faire une énorme différence. Si, comme moi, vous avez déjà essayé de perdre du poids, vous savez très bien que ce n'est pas un truc binaire, que chaque gramme que vous allez perdre est un gramme gagné, que chaque kilo que vous allez perdre est un kilo gagné, et que ce n'est pas parce que vous avez mangé une pizza la veille que vous allez renoncer à faire du sport le lendemain matin, que vous allez vous dire « là là, j'ai mangé une pizza, c'est fichu, il n'y a plus rien à faire ». Au contraire, c'est parce que vous avez mangé une pizza et accumulé des calories que vous allez courir 2 fois plus vite ou 2 fois plus longtemps le lendemain matin. Parce que vous allez vous dire « il faut que je perde ces calories ». C'est exactement comme ça, je crois, que nous devons voir la question du changement climatique, et c'est pour cette raison qu'il est absolument nécessaire de sortir de cette logique binaire, de cet imaginaire binaire avec lequel on voit si souvent le changement climatique. Troisième élément que je voulais mettre en évidence, la question des inégalités sociales. Nous savons déjà que le changement climatique va exacerber les inégalités dans une société parce que ce sont souvent les plus vulnérables qui vont être les premiers et les plus durement touchés par les impacts. Parce qu'ils habiteront dans une zone plus exposée, parce que leurs logements sont moins bien isolés, parce qu'ils ont moins la possibilité d'évacuer ou de se relocaliser. Mais ce que ce dernier rapport du GIEC nous apprend aussi, c'est qu'une société qui est plus inégalitaire est aussi plus vulnérable aux impacts du changement climatique. Parce qu'un élément essentiel de la résilience d'une société face à ces impacts, c'est sa cohésion sociale. Ce sont les liens de solidarité qui vont exister entre les membres de cette société. Plus les individus vont être isolés les uns des autres, plus c'est la société dans son ensemble, et pas seulement les plus pauvres, qui va être vulnérable aux impacts du changement climatique. Et donc, si l'on n'y prend pas garde, il y a un risque réel d'entrer dans une spirale négative, dans un cercle vicieux, où les impacts du changement climatique renforcent les inégalités, qui à leur tour vont renforcer les vulnérabilités, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il faut absolument articuler les politiques de lutte contre le changement climatique avec des politiques sociales de lutte contre les inégalités. Parce que c'est dans l'intérêt de la société tout entière et pas seulement dans l'intérêt des plus pauvres. Parce que c'est une manière de réduire la vulnérabilité de la société tout entière. Et ça me paraît être un élément très très important, d'autant plus qu'il faut bien reconnaître que souvent par le passé, les politiques sociales ont été un peu déliées
des politiques climatiques ou environnementales. Or, la société va être profondément touchée et transformée par les impacts du changement climatique. Et nous abordons maintenant la seconde partie de l'exposé. Et je vais passer assez rapidement sur ces différents impacts en expliquant comment ils vont véritablement transformer la société. Le changement climatique est d'abord un enjeu de sécurité. Et nous le réalisons de plus en plus depuis l'attribution du prix Nobel de la paix à Al Gore et au GIEC en 2007, à quel point le changement climatique risque de provoquer de nouveaux conflits. Alors il y a encore de nombreux débats parmi les chercheurs aujourd'hui sur les mécanismes qui vont causer ces conflits, mais ce qui est certain, c'est qu'un monde plus chaud sera aussi un monde plus violent. Et on le voit bien notamment au travers de toute une série d'études et de méta-études historiques qui montrent que des événements violents sont souvent associés à des variations de température ou de pluviométrie. Vous voyez ici, par exemple, qu'il y a une plus forte occurrence de guerres civiles en Afrique liées à des anomalies assez faibles de température. On discute ici de l'ordre d'un demi-degré. Et si des variations, même limitées, de la température provoquent davantage de guerres civiles en Afrique, c'est parce qu'en Afrique subsaharienne, environ la moitié des ménages dépend de l'agriculture de subsistance comme source première de revenus. Et l'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture qui est particulièrement vulnérable à toute variation de la température ou de la pluviométrie. Ça veut dire que dès qu'il fait un peu plus chaud que d'habitude ou dès qu'il pleut un peu moins, eh bien, au moins la moitié de la population et même 7 personnes sur 10 dans le Sahel perdent l'essentiel de leurs revenus. Et lorsque cela arrive, les familles ont généralement 2 choix possibles, 2 stratégies possibles. Une stratégie est d'envoyer un ou plusieurs de leurs fils à la ville dans l'espoir qu'ils trouvent un job et qu'ils puissent envoyer une partie de ses revenus à sa famille. Et c'est pour cette raison qu'une partie des migrants qui arrivent sur les côtes européennes ont été poussés à l'exil pour des raisons liées au climat. Et nous les appelons migrants économiques parce qu'ils viennent de pays qui ne sont pas en guerre, mais nous pourrions tout aussi bien les appeler migrants climatiques ou migrants écologiques si nous nous intéressions aux raisons profondes qui les ont fait quitter leur terre. Une autre stratégie que les familles peuvent poursuivre, c'est de se mettre à la recherche d'autres terres à cultiver. Et c'est comme ça qu'elles vont souvent entrer en conflit avec les populations qui occupent ces autres terres, que ce soit des agriculteurs ou des bergers. Et aujourd'hui, un très grand nombre des conflits et des tensions qui minent l'Afrique subsaharienne sont des tensions liées à l'usage des terres, des tensions liées au foncier, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Nigeria ou autour du lac Tchad. Tous ces pays sont minés par des tensions liées à l'usage des terres. Et c'est dans ce contexte qu'on a une résurgence du djihadisme et du terrorisme parce que un certain nombre de groupes armés vont venir proposer aux populations locales de défendre leurs terres contre des velléités d'accaparement. Et comme les gouvernements de la région sont généralement des gouvernements assez faibles et incapables de faire régner l'état de droit sur tout le territoire, ces groupes armés liés de près ou de loin à des mouvances islamistes et fondamentalistes, eh bien ces groupes armés vont s'imposer aux yeux de la population comme des protecteurs de leurs terres. Et donc ces groupes armés vont accorder leur protection en échange de recrues. C'est dans ce contexte, par exemple, que l'armée française avait été appelée par le Mali pour sécuriser
le Sahel et qu'on avait déployé l'opération Barkhane, qui s'est soldée par un échec, parce qu'on avait demandé aux militaires français de s'attaquer aux symptômes plutôt qu'à la cause. Et tous ceux qui sont de retour de l'opération Barkhane vous diront que tant qu'on n'aura pas mené dans la région des politiques de restauration des sols, d'irrigation et d'adaptation au changement climatique, on aura toujours ce problème de tension et de recrudescence de violence dans la région. Le changement climatique est donc un enjeu de paix et de sécurité, mais pour certains pays, c'est carrément un enjeu de survie. Toute une série de pays sur la planète sont des petits États insulaires, dont le point culminant est généralement situé à 2 ou 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ça veut dire que ce sont des pays tout plats, à côté desquels la Belgique passerait presque pour un pays montagneux. C'est le cas de Tuvalu. Vous voyez ici une manifestation en soutien à Tuvalu lors d'une négociation internationale. C'est le cas de plusieurs pays qui nous sont encore un peu inconnus, à moins d'avoir collectionné les timbres-poste, de Nauru, des îles Marshall, des îles Solomon, de Kiribati, et aussi des Maldives qui sont davantage connues en raison de leur potentiel touristique, et qui avait organisé en 2009 un conseil des ministres sous-marin pour attirer l'attention des médias et des opinions publiques sur le risque de submersion du territoire que leur faisait courir la hausse du niveau de la mer. Parce que même dans l'hypothèse d'une hausse limitée du niveau de la mer, eh bien, des pays comme les Maldives ou comme Tuvalu vont perdre une partie conséquente, voire la quasi-totalité de leur territoire. Ce qui pose évidemment un problème humanitaire. Où pourra migrer la population? Où pourra-t-on relocaliser les gens? Mais ce qui pose aussi un problème fondamental de droit international. Historiquement, nous avons toujours lié la qualité d'État au fait de posséder un territoire qui soit habité de façon permanente. Aujourd'hui encore, ça reste le fondement de l'État dans le droit international. Et la question qui est posée, c'est de savoir si un pays dont le territoire viendrait à disparaître à cause de la hausse du niveau des mers peut ou non conserver sa qualité d'État. Ce pays peut-il conserver son siège aux Nations Unies? Sa population peut-elle conserver sa nationalité? Jusqu'ici, le droit international connaît de la disparition politique de certains États, qu'on pense à la Tchécoslovaquie ou à la Yougoslavie. Mais par contre, le droit international ne connaît pas de la disparition physique de certains États. Et il semblerait évidemment injuste que ces pays perdent leur qualité d'État, puisqu'ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Mais quelles alternatives imaginer? Peut-on imaginer qu'un autre pays accepte de leur céder une portion de son territoire pour relocaliser leur État? Imaginerait-on que la France accepte de céder la Creuse à Tuvalu pour y réinstaller l'État de Tuvalu qui prendrait Guéret comme capitale? En l'état actuel du contexte international, ça paraît sincèrement très difficile à envisager. Peut-on alors imaginer, comme le suggèrent certains juristes, que l'on puisse créer des États déterritorialisés, des sortes d'États virtuels, qu'on n'impose plus le territoire comme la base de l'État, qu'on permette à l'État de continuer à exister virtuellement, et donc à la population, même déplacée à l'étranger, de conserver sa citoyenneté. C'est une solution qui peut paraître
tentante, mais qui renverserait complètement les fondements de l'ordre international tel que nous le connaissons aujourd'hui. Parce que nous verrions alors apparaître de nouveaux États qui apparaîtraient dans le droit international, mais qui ne seraient plus présents sur les cartes de géographie. Aujourd'hui, nous pouvons placer tous les États du monde sur une carte de géographie. Si nous mettions en œuvre cette idée des États déterritorialisés, nous aurions une scission entre les pays sur la carte de géographie et les États qui existeraient dans l'ordre international. Ça serait littéralement un monde tout nouveau. C'est aussi évidemment un enjeu de migration et on entend de plus en plus dans le débat public, dans les médias, parler de réfugiés climatiques ou de déplacés climatiques. Et quand on en parle encore volontiers au futur, comme s'il s'agissait d'un risque futur que nous pourrions encore éviter en réduisant substantiellement nos émissions de gaz à effet de serre. La réalité, c'est que ces migrations liées au climat, elles existent déjà. Et que le changement climatique est aujourd'hui devenu un des premiers facteurs de migration et de déplacement dans le monde. Vous voyez ici en bleu le nombre de personnes qui sont déplacées chaque année à cause d'événements climatiques, à cause d'inondations, de sécheresses, d'ouragans. Et en orange, le nombre de personnes déplacées chaque année à cause de violences et de conflits. Et vous voyez très bien que chaque année, il y a 2 à 3 fois plus de personnes qui sont déplacées par des événements climatiques que par des conflits. L'an dernier, en 2021, c'était quasiment 24 millions de personnes qui ont été déplacées à cause de catastrophes climatiques. Et ce nombre sera encore vraisemblablement supérieur cette année, en raison notamment des inondations au Pakistan. Pour l'instant, la plupart de ces personnes déplacées par des événements climatiques sont déplacées à l'intérieur des frontières de leur pays. Ça veut dire que ces migrations ne font pas encore les gros titres de l'actualité parce que nous préférons souvent ignorer ce qui se passe à l'intérieur des pays du Sud. Mais évidemment, il est tout à fait possible, sinon probable, à l'avenir, que de plus en plus de personnes soient amenées à franchir une frontière à cause de la dégradation de leur environnement et donc potentiellement ne fassent peser une forme de pression sur nos systèmes d'asile et d'immigration qui très clairement ne sont pas prêts du tout à cela. Qu'il suffise de voir à quel point le débat dans nos sociétés est tendu sur les questions d'asile et d'immigration que pour réaliser que nous ne sommes pas encore prêts du tout à discuter d'une certaine forme de redistribution géographique de la population. Pourtant, la question des terres, des territoires, va constituer un enjeu considérable. Lorsqu'on discute des ressources qui vont se raréfier à cause du changement climatique ou à cause des réponses au changement climatique, on parle souvent de l'eau ou de matériaux comme le cobalt, le cuivre, le lithium. On oublie souvent que la ressource fondamentale qui va se raréfier, ça va être le territoire. Parce que la hausse du niveau des mers va littéralement redessiner nos cartes de géographie. Parce que la forme, les contours des deltas, des pays, des continents, va se trouver profondément affecté et transformé par la hausse du niveau des mers. Aujourd'hui déjà, toute une série de gouvernements se préparent et préparent leur population à cela. Au Vietnam, par exemple, même dans l'hypothèse d'une hausse modérée du niveau de la mer,
d'une hausse d'1 mètre, eh bien le Vietnam pourrait perdre 24 000 km² de territoire, c'est-à-dire à peu près 10% de son territoire. Et comme le Vietnam a une très longue côte, il ne sera pas possible au gouvernement vietnamien d'ériger une digue sur toute la longueur de la côte, ce qui veut dire qu'au Vietnam, il faut déjà choisir entre les territoires qu'on va protéger et ceux qu'on va abandonner à la hausse du niveau de la mer. C'est pour ça que depuis une dizaine d'années au moins, le gouvernement vietnamien mène un programme qui s'appelle Living with Floods, vivre avec les inondations, et qui vise à déplacer les habitants de la région du Mekong, c'est-à-dire un delta qui sera vraisemblablement inondé à l'avenir, vers les collines avoisinantes, de manière à réduire leur exposition au risque d'inondation. Le gouvernement indonésien va encore un pas plus loin, puisqu'en février de cette année, le Parlement a adopté le plan du gouvernement d'abandonner la capitale du pays, Jakarta, pour créer une nouvelle capitale sur l'île de Bornéo. Parce que le gouvernement indonésien sait parfaitement que d'ici 2 ou 3 décennies, Jakarta sera inondée de façon permanente à cause à la fois de la hausse du niveau des mers et des forages souterrains. Et donc, ils ont pris la décision d'abandonner la capitale et de créer une capitale nouvelle de toutes pièces sur 15 ans sur l'île de Bornéo. En France, et plus globalement dans les pays industrialisés, nous n'avons pas encore véritablement pris la mesure de la manière dont la hausse du niveau des mers allait transformer nos territoires. Nous avons encore volontiers tendance à minorer ce risque, à nous dire que nous avons encore bien le temps, que c'est un phénomène très progressif. On ne réalise pas, je crois, d'abord que ce phénomène va s'accélérer considérablement, ni qu'il existe sur les côtes très basses, ce qui est le cas de beaucoup de côtes ici en Normandie, un rapport de 1 à 100 entre la hausse du niveau de la mer et le retrait du trait de côte. En d'autres termes, à Deauville, par exemple, si le niveau de la mer monte d'1 mètre, eh bien vous perdez 100 mètres de plage. Et comme je vous le disais, ce phénomène peut s'accélérer considérablement. Regardez par exemple cette étude que nous avons menée à Cotonou au Bénin. Vous avez ici, en rouge, le trait de côte tel qu'il était en 2002. Voici la même photo 2 ans plus tard. Vous voyez que le trait de côte a déjà reculé. Voici la même photo prise maintenant en 2011. Le trait de côte est en jaune. Et voici encore la même en 2013. Vous voyez en l'espace d'un peu plus de 10 ans seulement, les quartiers qui ont été détruits par la hausse du niveau de la mer et ceux que les autorités ont évacués et détruits en anticipant la hausse future du niveau de la mer. Je crois que véritablement, nous devons réaliser à quel point notre littoral va être transformé par cela, et vu la très grande quantité d'infrastructures et d'habitations qui sont situées en bordure de littoral, il y a un grand enjeu ici. Parce qu'au final, la grande question que nous pose le changement climatique, et c'est le motif impérieux pour lequel nous devons respecter les objectifs de l'accord de Paris, cette grande question, c'est celle de l'habitabilité de la Terre. En d'autres termes, comment allons-nous pouvoir habiter cette Terre que nous avons transformée? Et si nous dépassons les objectifs de l'accord de Paris, alors nous devrons aussi accepter que plusieurs régions du monde vont devenir littéralement inhabitables, soit parce qu'il y fera trop chaud, soit parce qu'elles seront inondées en permanence, soit parce que toute forme d'agriculture y sera devenue impossible. Et vraiment, la question de l'habitabilité, c'est l'enjeu fondamental du changement climatique, et la lutte contre le changement climatique se résume au fond à ceci,
à la nécessité de garder la Terre habitable pour tous et pour toutes. Et donc, il faut nous demander, et on entre dans la troisième et dernière partie de l'exposé, il faut nous demander comment faire. Comment faire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris? Et donc, qu'est-ce qui coince? Quels sont les obstacles à lever? Comment faire de l'accord de Paris, qui a été approuvé et signé en 2015, comment en faire une réalité? La bonne nouvelle, c'est que cet accord de Paris fixe un cadre stable et de long terme pour la coopération internationale. C'est à la fois un signal qui est donné à l'ensemble des gouvernements, mais c'est aussi un signal qui est donné aux marchés ou aux industries, quant au fait que l'ensemble des pays s'engagent dans la lutte contre le changement climatique. C'est essentiel. Bien entendu, tous les pays ne prennent pas les mêmes engagements, puisque tous ne partent pas de la même ligne de départ, mais tous les pays acceptent de faire quelque chose et de s'engager dans la lutte contre le changement climatique. Et véritablement, la pierre angulaire de l'accord de Paris, c'est son universalité. C'est le fait qu'il rassemble absolument tous les gouvernements. Mais la contrepartie de cette universalité, c'est l'absence de contraintes. Si vous vouliez avoir tout le monde à bord, vous ne pouviez rien imposer à personne. C'est le choix qui a été fait au moment de l'accord de Paris. Si on avait choisi d'avoir un accord plus contraignant, vraisemblablement, on aurait eu moins de participants. Très clairement, on n'aurait pas eu les États-Unis, par exemple. Et donc, la faiblesse de l'accord de Paris, c'est qu'il repose entièrement sur les engagements volontaires des différents gouvernements et que ces engagements sont alignés les uns sur les autres dans une coopération internationale unifiée. Je m'engage à faire ceci, si toi, tu t'engages à faire cela. Et donc, c'est un fragile équilibre. Fragile équilibre qui peut, à tout moment, être remis en cause par un conflit international, par exemple. La guerre en Ukraine, indéniablement, affaiblit considérablement l'accord de Paris. Et un des grands enjeux de la COP27, qui va s'ouvrir dans moins d'un mois à Sharm el-Sheikh en Égypte, va être de savoir si on va parvenir, malgré tout, à maintenir une forme de coopération internationale unifiée ou s'il va y avoir une véritable scission au sein de la coopération internationale. Et donc, soyons très clairs, s'il ne se passe rien du tout à la COP27, ça sera un très grand succès diplomatique. Le simple fait de maintenir tout le monde autour de la table et d'éviter une scission sera en soi un très grand succès. L'autre fragilité de l'accord de Paris, le fait qu'il repose sur des engagements volontaires, c'est évidemment que les gouvernements, malheureusement, ont tendance à ne pas respecter leurs engagements. Et qu'aujourd'hui, les gouvernements se trouvent un peu pris dans une logique où les promesses d'action ont remplacé l'action elle-même. Comme si ces engagements étaient devenus des sortes de résolutions de nouvel an, des choses que vous promettez dans l'euphorie du réveillon et que vous oubliez dès le 1er janvier ou dont vous vous rendez compte dès le 2 janvier qu'elles sont complètement irréalistes. Et comme les gouvernements ne respectent pas leurs engagements, ils se trouvent contraints chaque année de faire des promesses de plus en plus ambitieuses, mais aussi de moins en moins crédibles. Et donc un vrai premier enjeu, c'est de contraindre les gouvernements à respecter les engagements qu'ils ont pris eux-mêmes. Sur cet aspect-là, la justice peut aider et de plus en plus de citoyens intentent des procès à leur propre gouvernement pour les contraindre à respecter leurs engagements. Et les tribunaux tranchent généralement en faveur des citoyens
et disent au gouvernement « vous devez respecter ce à quoi vous vous êtes engagés », mais c'est aussi une responsabilité démocratique que nous partageons tous en tant que citoyens. C'est celle de tenir nos gouvernements comptables de leurs engagements. Un autre obstacle à lever, c'est la nécessité de ne pas regarder son propre nombril en permanence. Aujourd'hui, tous les gouvernements cherchent avant tout à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre avant de chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, évidemment, le climat se fiche éperdument que les émissions soient produites au Havre, à Paris, à Washington, à Brasilia ou à Sydney. Sur le graphe que vous voyez à l'écran, chaque petit carré représente 10 millions de tonnes de CO2. Vous avez 5 années qui sont représentées, 1800, 1850, 1900, 1960 et 2019. En 1800, nous émettions 3 petits carrés, c'est-à-dire 30 millions de tonnes de CO2. En 2019, 2 siècles plus tard, nous avions multiplié nos émissions par plus de 1000, puisqu'on a émis 36 milliards de tonnes de CO2. Si j'avais dû représenter toutes les années à l'écran, et pas seulement 5 années choisies, vous auriez eu 18 diapositives remplies de petits carrés, et l'essentiel de ces petits carrés, de ces émissions de CO2, eh bien, elles sont encore au-dessus de nous, à 20 km au-dessus de nos têtes dans l'atmosphère. Je vous invite maintenant à regarder la couleur des petits carrés qui indique la provenance géographique des émissions. En 1960, l'Europe représentait 42% des émissions de gaz à effet de serre. 60 ans plus tard, en 2019, ou plutôt 59 ans plus tard, l'Europe ne représentait plus que 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais ce n'est évidemment pas parce que l'Europe avait réduit ses émissions de 1960 à 2019. À l'évidence, il y a plus de carrés bruns en 2019 qu'en 1960. Si l'Europe a vu sa part des émissions passer de 42 à 15%, c'est parce que d'autres régions du monde ont vu leur part augmenter. D'autres régions du monde, et singulièrement l'Asie, en jaune, se sont développées et ont suivi une trajectoire de développement carboné, c'est-à-dire une trajectoire de développement fondée sur l'extraction et l'exploitation des énergies fossiles. C'est comme ça que l'Asie est passée de 16 à 48% des émissions de gaz à effet de serre, dont 28% pour la Chine seulement. Ce que cela signifie, c'est que la lutte contre le changement climatique, elle ne va pas seulement se jouer à Paris ou à Bruxelles, ni même à Washington, Tokyo ou Pékin. Elle va aussi, et peut-être même surtout, se jouer ici. Se jouer à Delhi, se jouer à Lagos, à Jakarta, à Mexico ou au Caire. C'est-à-dire dans des pays auxquels nous nous intéressons très très peu pour le moment. Qui serait capable de dire quelle est la stratégie climat du gouvernement mexicain ou égyptien? Or, c'est là que ça va se jouer. Si les pays qui aujourd'hui ne sont que de tout petits émetteurs de gaz à effet de serre se développent en suivant une trajectoire carbonée comme l'a fait l'Asie, eh bien, ça veut dire que ces pays deviendront demain des grands émetteurs à leur tour et qu'une bonne partie des efforts que nous aurons faits se trouvera annihilée par le développement des suivants. Un des enjeux fondamentaux des négociations sur le changement climatique, c'est de voir comment il est possible de faire en sorte que les pays émergents et en développement se développent en suivant une trajectoire décarbonée. C'est-à-dire évitent
de passer pour leur développement par la case énergie fossile, comme nous l'avons fait et comme une bonne partie de l'Asie l'a fait. Comment faire pour que les pays du Sud choisissent une autre trajectoire de développement que la nôtre? Nous n'avons évidemment aucun droit, aucune légitimité à dire aux pays du Sud comment ils devraient se développer. C'est nous qui avons créé le problème. Nous n'avons aucun droit d'imposer aux pays du Sud de ne pas utiliser les ressources fossiles qu'ils possèdent dans leur sous-sol. Mais par contre, il est à la fois de notre responsabilité, de notre intérêt, de travailler avec ces pays de manière à leur permettre de faire le choix d'une stratégie décarbonée. Aujourd'hui, tout l'enjeu réside de savoir si, dans leur développement, ces pays vont pouvoir sauter la case énergie fossile et passer directement aux énergies renouvelables ou bas carbone. De la même manière qu'en matière de téléphonie, ils ont sauté la case ligne fixe pour passer directement au téléphone mobile. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire la même chose en matière énergétique? C'est tout l'enjeu des négociations internationales et c'est pour ça qu'il faut absolument que les pays européens et les pays industrialisés arrêtent de se tracasser uniquement de leurs émissions de gaz à effet de serre pour se tracasser des émissions de gaz à effet de serre. L'action climatique, par nature, nous impose d'agir au-delà de nos frontières géographiques ou générationnelles parce que le futur climatique de la France, il ne va pas dépendre des décisions qu'on prendra à Paris. Il va dépendre de ce que les autres feront. Et de la même manière, ce que nous décidons à Paris, eh bien, va déterminer le futur climatique du Bangladesh ou de Tuvalu. Ça pose aussi une véritable question par rapport à ce qu'est la souveraineté nationale. Notre futur climatique nous échappe largement. Ce sont les autres qui vont le décider largement pour nous, comme nous allons décider, nous, le futur climatique des autres. Et ça, c'est un obstacle fondamental à lever. Autre obstacle à lever, la question de la responsabilité. Nous avons tendance aujourd'hui à rejeter sans cesse la responsabilité sur les autres et à nous imaginer plus vertueux que nous ne le sommes vraiment. Combien de fois n'entend-on pas dans le débat public cet argument selon lequel la France n'est responsable que de 0,9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et donc c'est les autres qui devraient agir avant nous? Il y a 195 pays. Ça veut dire qu'une bonne partie d'entre eux sont responsables de moins d'1% des émissions de gaz à effet de serre, mathématiquement. Ça veut dire qu'il y a un très grand nombre de pays qui peuvent aussi dire « on est responsable de moins d'1% des émissions de gaz à effet de serre et donc c'est aux autres d'agir ». Et ça traduit bien, et je vais revenir sur ce chiffre dans un instant, mais ça traduit bien notre propension à toujours voir les autres plus responsables que nous. Or, tout dépend de la manière dont on va compter les émissions. Voilà la manière dont on les compte traditionnellement, c'est-à-dire en agrégeant toutes les émissions qui sont produites sur le territoire d'un pays sur une année donnée. Et on a un classement des responsabilités qui met la Chine comme plus gros émetteur, suivi des États-Unis, suivi de l'Inde, de la Russie, du Japon et de l'Allemagne. Vous noterez au passage que la Chine et l'Inde, bien qu'elles aient une population de taille comparable, n'ont pas des émissions de gaz à effet de serre comparables du tout. La Chine émet environ 4 fois plus de gaz à effet de serre que l'Inde. Et donc le changement climatique ne peut pas se réduire à une question de démographie, comme certains veulent parfois le faire croire. Mais cette manière de compter, elle est mise en cause par plusieurs pays. La Chine, par exemple, dit a raison que la plupart des biens qui sont produits en Chine ne sont pas destinés au marché chinois. Et que donc il serait bien plus logique et bien plus équitable de compter les émissions, non pas en fonction du lieu de production des biens,
mais en fonction de leur lieu de consommation. Ce qui est évidemment possible, c'est un peu plus compliqué méthodologiquement, mais c'est possible. Si on calculait comme ça, eh bien, par exemple, l'empreinte carbone de la France fera un bond de 70%, parce que 40% du bilan carbone de la France correspond à des émissions importées, c'est-à-dire des émissions liées à des produits fabriqués ailleurs, mais consommés en France. D'autres, et des activistes notamment, disent qu'il serait beaucoup plus juste de compter les émissions non pas par pays, mais par habitant. Et que, dans un monde idéal, parfaitement égalitaire, chaque habitant de la planète aurait droit au même budget carbone, soit environ 2 tonnes de CO2 par personne et par an. Il y a d'énormes inégalités, d'énormes disparités dans l'empreinte carbone des habitants des différents pays de la planète. Si on compte, non pas par pays, mais par habitant, le pays le plus responsable, c'est le Qatar, suivi de Trinidad et Tobago, un paradis fiscal des Caraïbes, suivi de la Nouvelle-Calédonie. C'est le petit tour de passe-passe du gouvernement français. Quand ça ne les arrange pas pour des raisons statistiques, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme un pays indépendant. Quand ça les arrange statistiquement, la Nouvelle-Calédonie est bien française. Et là, évidemment, les écarts entre pays sont encore plus importants. Ça paraît plus équitable, mais ça ne prend pas en compte, par exemple, les différences de classe sociale au sein d'une population. Ça voudrait dire qu'un milliardaire à New Delhi est moins responsable du changement climatique qu'un clochard à New York. D'autres disent encore que ça n'a aucun sens de compter les émissions sur une année donnée, puisque les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère et qu'il faut compter sur une période donnée. Et si on compte sur une période donnée, ici sur une longue période depuis le milieu du XIXe siècle, eh bien la France remonte évidemment au classement des responsabilités. D'autres considèrent qu'aujourd'hui, il ne faut plus compter par pays, mais qu'en réalité, ce sont les entreprises qui sont responsables du problème, et que donc il faut compter les émissions par entreprise, quitte à poursuivre ces entreprises devant les tribunaux. Et ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, à peu près la moitié des émissions produites proviennent de 25 entreprises seulement, qui sont toutes des entreprises charbonnières, pétrolières ou gazières. Et il ne faut pas s'y tromper, les grands coupables du changement climatique, ils sont là, sous vos yeux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas simplement fermer ces 25 entreprises et considérer que la moitié du problème est résolue. Parce que si on ferme ces 25 entreprises, eh bien, les lumières s'éteignent, le projecteur s'éteint et vous rentrez chez vous à pied. Ces 25 entreprises, elles fournissent l'énergie quasiment au monde entier. Et donc la question, c'est de savoir comment faire, soit pour transformer ces entreprises, pour qu'elles abandonnent les énergies fossiles et passent aux renouvelables, soit à ce moment-là pour les fermer complètement pour que d'autres entreprises prennent leur place comme fournisseurs d'énergie. On peut aussi compter les émissions par secteur d'activité économique. Au niveau mondial, on voit par exemple que l'énergie, représentée en vert dans la colonne de gauche, représente à peu près 35% des émissions. Et le problème qu'on a, singulièrement en France, c'est que lorsqu'on parle du changement climatique, on a volontiers tendance à réduire ça à un débat énergétique. L'énergie, c'est évidemment un aspect très important du problème climatique, mais on ne peut pas réduire le problème climatique à cela. Notamment parce qu'on a un quart du problème qui vient des pollutions industrielles et des processus industriels, un cinquième du problème
qui vient de l'agriculture et de la déforestation, désigné par l'horrible acronyme AFOLU, 14% qui vient du transport et un peu moins de 6% qui vient de la construction des bâtiments. Si on désagrège ces secteurs en différents sous-secteurs, eh bien on voit que selon les pays, certains secteurs ont plus ou moins d'importance. Très clairement, en France, le transport, le logement et l'agriculture sont les 3 principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais si on désagrège en sous-secteurs, on est frappé, par exemple, de voir que les émissions qui correspondent à l'aviation sont à peu près du même ordre que les émissions qui correspondent aux rizières. Et vous allez me dire, mais alors, pourquoi tape-t-on systématiquement sur l'avion et jamais sur le riz? Parce que là encore, il y a une question d'équité. Seuls 18% de la population mondiale ont déjà pris l'avion une fois dans leur vie, alors que le riz est l'aliment de base de milliards de personnes. Et donc cette question de la responsabilité, elle touche directement à notre conception de l'équité. Et la conception de l'équité, forcément, ne sera pas la même pour tout le monde. Et surtout, dans la négociation, elle va souvent correspondre à son intérêt propre. Au final, nous nous retrouvons avec 3 problèmes fondamentaux. Le premier, c'est qu'il n'y a aucun lien entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par un pays et les impacts du changement climatique qui seront subis par ce même pays. Il y a cette injustice géographique qui fait que, d'une part, les pays du Sud seront plus durement touchés que les pays industrialisés alors qu'ils sont moins responsables, et que notre futur climatique sera déterminé non pas par nos propres décisions, mais par l'ensemble des décisions et des politiques climatiques des différents pays. De la même manière, il n'y a pas non plus de lien direct entre les émissions de gaz à effet de serre produites par une génération et les impacts du changement climatique qui seront subis par cette génération. À cause de ce décalage dans le temps, de cette inertie climatique qui fait qu'il s'écoule environ 20 ans entre nos actions et les effets de nos actions sur le climat. Et c'est pour ça, évidemment, qu'une partie des jeunes aujourd'hui sont en colère contre leurs aînés et contre les boomers, parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont subir de plein fouet les impacts du changement climatique et que ces impacts ne sont pas liés à leurs propres émissions, mais aux émissions de leurs parents et de leurs grands-parents. Et certains jeunes, et on peut les comprendre, développent une certaine forme de ressentiment, voire de colère, à l'égard de leurs aînés, une vraie question intergénérationnelle. Mais ce ressentiment, cette colère, n'est encore rien à l'égard, en comparaison du ressentiment et de la colère, que leurs propres enfants éprouveront à l'égard d'eux-mêmes, puisque nos émissions n'ont cessé d'augmenter jusqu'à aujourd'hui. Ces 2 décalages, dans l'espace et dans le temps, font que l'action contre le changement climatique doit nécessairement dépasser nos frontières géographiques et générationnelles. C'est toute la difficulté, parce que ça veut dire que lorsque nous agissons, ce sont d'autres qui vont tirer les bénéfices de nos actions. Ce sont d'autres situés au-delà de nos frontières géographiques ou ce sont les générations futures. Et de la même manière, si nous n'agissons pas, ce sont d'autres que nous qui vont subir les effets et les conséquences de notre inaction. Ça veut dire en quelque sorte qu'au sens propre du mot, notre action contre le changement climatique doit être une action altruiste. Et il faut reconnaître qu'on n'est pas très très fort en altruisme. Et puis une question plus prosaïque qui est une question d'intérêt. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent ou qui vont essayer d'empêcher ou de retarder au maximum tout changement. Tout simplement parce que nos économies et donc nos démocraties sont profondément enracinées dans les énergies fossiles
et que si nous devons sortir des énergies fossiles, eh bien, c'est toute une série d'intérêts qui se trouvent immédiatement menacés. Je crois que le concept de transition écologique est un peu trompeur à cet égard parce qu'il donne à penser qu'il va y avoir un mouvement naturel et spontané au terme duquel tout le monde va sortir gagnant et qu'il méconnaît les résistances profondes, tenaces qu'il va falloir affronter et qu'il va falloir lever. Que faire alors? Première chose, rapprocher la courbe de nos émissions autant que possible de la courbe qu'elle devrait suivre pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Aujourd'hui, nous sommes à peu près sur la courbe jaune. La courbe de l'accord de Paris, c'est la courbe bleue et même la courbe verte si on veut être encore plus ambitieux. Et là encore, vous n'avez pas besoin d'un doctorat en maths pour réaliser que les deux courbes ne vont pas tout à fait dans la même direction et que plus on attend, plus l'écart entre les deux courbes s'accroît. Et donc tout l'enjeu des négociations internationales, et c'est pour ça que même si elles sont décriées, elles restent absolument fondamentales, parce qu'il faut bien que nous agissions ensemble contre le changement climatique, c'est de faire en sorte que les gouvernements revoient à la hausse leurs engagements et surtout respectent leurs engagements. Et donc ça veut dire qu'il faut, et je dirais que c'est presque l'action première contre le changement climatique, faire pression sur nos gouvernements, nous qui le pouvons parce que nous vivons en démocratie, faire pression sur nos gouvernements pour que leur action en matière de changement climatique soit à la hauteur de leurs engagements et que ces engagements eux-mêmes soient à la hauteur des objectifs de l'accord de Paris. Et ça, c'est absolument fondamental. Parce que nous sommes face à un problème global qu'aucun pays ne pourrait affronter seul. Et donc, si les pays ne respectent pas leurs engagements, comme on est dans une logique où les engagements des uns sont alignés sur ceux des autres, c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Deuxième priorité dans notre action, c'est de ne pas réfléchir uniquement en termes d'objectifs, mais en termes de trajectoire. Quand on prend des engagements sur le changement climatique, on le fait généralement avec des objectifs de moyen ou de long terme. Moins 20% d'ici 2030, neutralité carbone en 2050, plus de degrés maximum en 2100, etc. Le problème de ces objectifs de long terme, c'est un problème triple. Le premier problème, c'est que ça nous fournit souvent un prétexte pour retarder notre action. Si on se dit neutralité carbone en 2050, on a l'impression qu'on a encore beaucoup de temps pour agir. Et c'est un problème. Parce que je sais que si on me dit « François, tu dois perdre 10 kilos d'ici 2030 », je sais parfaitement que je continuerai à boire beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029 et qu'en 2029, je me dirai « Oh là là, oh là là, là, je ne suis pas du tout sur la bonne trajectoire », je me dis « Oups, trop tard ». Tandis qu'à l'inverse, si on me dit « tu vas perdre 1 kilo chaque année jusqu'en 2030 », eh bien là, ça me place sur une trajectoire qui me permet de contrôler ma trajectoire et de rectifier le tir si je ne suis pas dans les clous. Le deuxième problème associé à ces objectifs long terme, c'est que souvent, ceux qui vont prendre ces objectifs savent très bien qu'ils ne seront plus en poste au moment où on atteindra le terme de ces objectifs. Tous les chefs d'État qui signent l'accord de Paris en 2015 et qui s'engagent sur une hausse maximale de la température de 2 degrés en 2100, ils savent très bien qu'ils seront tous morts en 2100, même les dictateurs. Et que donc aucun d'entre eux ne devra rendre des comptes
quant au fait de savoir si cet objectif a été atteint ou pas. Aucun d'entre eux ne sera là en 2100 pour dire « Regardez, l'objectif est atteint » ou « Oups, on a raté ». Or, l'idée de tenir nos dirigeants comptables de leurs décisions, c'est un principe fondamental de nos démocraties et c'est aussi un principe fondamental de la gouvernance des entreprises. Le problème est exactement pareil dans les entreprises. Le Financial Times, il y a quelques mois, s'est amusé à mettre en parallèle les objectifs de neutralité carbone de quelques multinationales et la durée moyenne que passait un PDG à leur tête. LafargeHolcim, numéro 1 mondial du ciment sur la première ligne du graphique, c'est ainsi doté d'un objectif de neutralité carbone en 2050. Très bien. Mais le problème, c'est que d'ici à ce qu'on arrive en 2050, Lafarge aura épuisé au rythme actuel 13 PDG. Est-ce que la PDG numéro 12 va se sentir liée par les engagements climat du PDG numéro 11, qui lui-même avait été appelé en urgence par le conseil d'administration pour remplacer la PDG numéro 10 ? Franchement, j'en suis pas sûr. De la même manière, si Donald Trump est réélu aux États-Unis en 2024, est-ce qu'il va se sentir lié par les objectifs climat de Joe Biden? J'en suis pas sûr non plus. Et c'est pour ça, c'est la deuxième raison pour laquelle ces objectifs de long terme posent un problème. Le fait qu'on ne peut pas tenir les gouvernants comptables du respect de ces objectifs. Troisième problème, c'est un problème de démotivation. Si nous voyons ces objectifs de long terme, on a parfois l'impression que c'est une sorte de montagne infranchissable qui se dresse devant nous. Et si nous avons l'impression que c'est une montagne infranchissable, c'est parce que nous ne voyons pas le chemin qui peut nous mener jusqu'à cette montagne. Et si nous avons besoin collectivement aujourd'hui de trajectoires et pas seulement d'objectifs, c'est aussi parce que je crois que nous avons besoin de nous convaincre collectivement que c'est possible et que nous pouvons y arriver. Et la manière dont on va pouvoir se convaincre que c'est possible et qu'on peut y arriver, c'est aussi en se fixant des balises et en engrangeant des petites victoires sur le chemin qui vont pouvoir nous motiver et nous convaincre que nous pouvons y arriver ensemble et que nous pouvons même être un peu plus ambitieux. Si on se dit, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, même si on se fixe un objectif qui n'est pas très ambitieux, le simple fait d'atteindre cet objectif va nous faire nous dire on peut aller plus loin et on peut être plus ambitieux et on commence à voir le chemin qui va pouvoir nous mener jusqu'à cet objectif. Aujourd'hui, nous avons l'horizon, mais nous n'avons pas encore le chemin et je crois que nous avons terriblement besoin de ce chemin. Troisième chose à faire en matière de décarbonation, c'est évidemment de sortir des énergies fossiles. Aujourd'hui, 84% du mix énergétique mondial, c'est-à-dire de la production d'énergie primaire dans le monde, provient encore des énergies fossiles, du charbon, du pétrole et du gaz. Le nucléaire représente 4%, les renouvelables 11%. Ça veut dire que seuls 15% du mix énergétique mondial actuel sont des énergies à bas carbone. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a 22 ans, en 2000, les énergies fossiles représentaient 86% du mix énergétique mondial. Ça veut dire qu'en l'espace de 22 ans, malgré toutes les alertes, malgré tous les rapports, malgré Greta Thunberg, malgré Jean-Marc Jancovici, on a réduit la part des fossiles dans le mix énergétique mondial que de 2 malheureux %. Alors que dans le même temps, pourtant, le nucléaire s'est développé et que surtout le potentiel des énergies renouvelables a été démultiplié et que leur prix s'est effondré. Pourquoi est-ce qu'on a si peu progressé? Tout simplement parce que notre consommation d'énergie à l'échelle mondiale n'a pas cessé d'augmenter. Et le résultat de cela, c'est que les énergies à bas carbone n'ont pas du tout remplacé les énergies fossiles,
mais se sont ajoutées aux énergies fossiles. Elles se sont superposées pour répondre à notre surplus de consommation énergétique. Tant que nous ne parviendrons pas à baisser la demande énergétique mondiale, tant qu'on ne parviendra pas à réduire notre consommation d'énergie, jamais les énergies à bas carbone ne parviendront à remplacer les énergies fossiles et on pourra les développer tant qu'on veut, elles continueront à se superposer. On peut réduire notre demande de consommation énergétique à la fois par la sobriété énergétique et par l'efficacité énergétique. Sobriété énergétique, regardez le chemin que nous avons parcouru en un an. On a désormais des ministres en pull à col roulé ou d'autres qui font des conférences de presse avec des doudounes de chez Quechua. Alors qu'il y a encore un an à peine, ce concept de sobriété était raillé, ridiculisé et moqué. Et c'est en soi dramatique qu'il ait fallu un événement aussi tragique que la guerre en Ukraine pour que nous réalisions l'importance de la sobriété. Et nous l'avons réalisé, il faut être honnête avec nous-mêmes. Nous avons réalisé l'importance de la sobriété, pas du tout à cause du changement climatique, mais parce que notre dépendance aux énergies fossiles était un facteur d'instabilité et de faiblesse géostratégique, et que c'est tout aussi un facteur d'appauvrissement des ménages et des entreprises, parce qu'on ne contrôlait pas du tout les coûts de l'énergie qui sont en train de s'envoler. Et donc, non seulement pour des raisons climatiques, mais aussi pour des raisons géostratégiques et des raisons de pouvoir d'achat, on se rend compte de l'importance de la sobriété énergétique qui va être affaire de comportement individuel, ce qu'on appelait auparavant la chasse au gaspillage, mais aussi, et on a tendance à l'oublier, de politiques publiques structurantes, notamment en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Et à côté de la sobriété énergétique, il va nous falloir davantage d'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment arriver au même résultat en utilisant moins d'énergie. Et ça va être affaire d'innovation et de technologie. Et trop souvent encore dans le débat, on va opposer la sobriété énergétique à l'efficacité énergétique. On va opposer les affaires de comportement et de politique aux questions d'innovation et de progrès. Nous n'avons plus le luxe de faire l'un ou l'autre. Aujourd'hui, nous devons faire les deux. Et les deux vont se compléter et se renforcer mutuellement. Et ça, je crois, c'est absolument fondamental. Dernier point sur la question du que faire. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui, notamment en voyant combien toute une série de concepts et de fondements actuels de nos sociétés sont questionnés, mis en cause par le changement climatique, je crois qu'il nous faut absolument concevoir la lutte contre le changement climatique comme un véritable projet politique, comme un projet de société, à la fois comme un projet industriel, mais aussi et surtout comme un vrai projet démocratique. Or, aujourd'hui, nous voyons volontiers le changement climatique comme une contrainte, comme un effort qu'il va nous falloir réaliser. Parce que nous savons à quoi ressemble le monde que nous voulons éviter, le monde dans lequel nous ne voulons pas vivre, qui est globalement le monde décrit par les rapports du GIEC, un monde ravagé par les impacts du changement climatique. Et donc nous savons vers quoi nous ne voulons pas aller. Mais par contre, nous ne savons pas encore vraiment vers quoi nous voulons aller. On sait le monde dont on ne veut pas, mais quel est au fond le monde dont on veut? Vers quoi veut-on aller? Et je crois que c'est ce projet-là qu'il nous faut absolument construire ensemble, parce que si nous ne parvenons pas à faire de la lutte contre le changement climatique un véritable et nouveau contrat social, un vrai nouveau projet démocratique, nous allons toujours voir la lutte contre le changement climatique comme une forme de contrainte à laquelle nous allons logiquement essayer d'échapper. Et aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est dessiner cette lutte contre le changement climatique
comme un vrai projet démocratique que nous allons embrasser et dans lequel nous allons nous engager. Et je crois que c'est surtout ça qui, pour le moment, nous fait défaut. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.